Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de la chronique hebdomadaire L'Instant Éco avec Thomas Porcher sur la Web TV du Média. Pour vous, nous avons sélectionné 3 sujets cette semaine. À la une, évidemment, l'inévitable reconfinement, mesure qui pendait au nez de l'Île-de-France depuis plusieurs semaines. Le 14 mars dernier, sur la chaîne Twitch du journaliste Samuel Etienne, le Premier ministre Jean Castex affirmait alors la politique de territorialisation du gouvernement dans l'application des mesures pour lutter contre le virus, en annonçant notamment que les régions qui atteindraient le taux d'incidence de 400 cas sur 100 000 verraient leurs mesures durcies. L'Île-de-France avait alors un taux d'incidence de 391 cas sur 100 000. Désormais, la limite des 400 est largement dépassée. Nous avons fêté ce mois-ci l'anniversaire du premier confinement, mesure forte pour éviter la multiplication des contaminations et désengorger les services de réanimation, alors submergés en mars 2020. Comment expliquer qu'un an plus tard, nous en sommes toujours à un état d'urgence sanitaire et dans l'obligation, une nouvelle fois, d'avoir recours à des mesures fortes? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé les différentes vagues du virus? Où en sont les services hospitaliers aujourd'hui? Qu'on la souhaite ou non, l'union de la gauche, ce n'est pas pour demain. Les sujets qui clivent la gauche sont évidemment très nombreux et c'est une mésentente entre le candidat et chef du mouvement La France Insoumise et le candidat pressenti Arnaud Montebourg qui remet sur le tapis un sujet sensible, la question du recours aux énergies nucléaires. Le sujet n'est évidemment pas anodin. Alors que la gauche fait de l'écologie une part de plus en plus importante de son identité, la voilà qui se fracture sur la manière de mener à bien cette transition. En Île-de-France, les taux d'incidence explosent. 302 cas sur 100 000 dans les Yvelines, 337 dans les Hauts-de-Seine, 358 en Essonne, 379 à Paris, 400 en Seine-et-Marne, 428 dans le Val-de-Marne, 440 dans le Val d'Oise et 486 en Seine-Saint-Denis. Pour 4 départements sur 8, la limite annoncée par le Premier ministre a été largement atteinte. Après avoir longtemps refusé d'avoir recours au confinement, Jean Castex a fini par s'y résoudre. La progression de l'épidémie s'accélère nettement. Nous avons également accéléré la vaccination, avec notamment des opérations très importantes le week-end, dont je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs. Ces décisions ont été prises sur la base de critères sanitaires, un taux d'incidence, de contamination au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants, une pression hospitalière dans ces territoires atteignant déjà la cote d'alerte et une dynamique laissant entrevoir une nette dégradation si rien n'était fait pour l'enrayer. Mais face à l'accélération du virus et face à la pression qui s'accentue sur nos services hospitaliers, nous devons désormais, le moment est venu, aller plus loin et mettre en œuvre des mesures plus exigeantes dans les départements dont la situation est la plus critique. Depuis le mois de janvier, nous avons opté pour une stratégie qui nous distingue des autres pays européens. Contrairement à beaucoup de nos voisins, nous n'avons pas appliqué de confinement au long cours à l'échelle de tout le pays. Et nous avons bien fait de ne pas suivre les prévisions de certains modèles qui indiquaient un emballement de l'épidémie dès la mi-février, ce qui ne s'est pas produit grâce à notre mobilisation collective. Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Cette notion de biens de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. Dès lors, la fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi. Alors Thomas, le reconfinement de l'Île-de-France était-il inévitable? Compte tenu de la dynamique des contaminations en Île-de-France et du fait que nous n'arrivons pas à accélérer la vaccination, même si elle s'accélère, mais elle n'est pas suffisante en tous les cas, je ne vois pas d'autres possibilités
que le confinement. À un moment, c'est la dernière possibilité qui peut être mise en place. Là, on est déjà plus ou moins confiné. Hein. On est confiné la moitié de la journée, déjà, il faut le dire, avec un tas d'activités qui sont fermées, mais les contaminations continuent à augmenter et la vaccination n'est pas là pour contrebalancer ça, enfin, pas suffisamment. Donc oui, au bout d'un moment, la dernière des solutions, même s'il y a un débat scientifique, encore une fois, sur les effets du confinement, sur la transmission de la maladie, il me semble que ce soit une des cartes à jouer parce que j'en vois pas d'autres. Tu annonçais en mars 2020, donc il y a un an, qu'on s'apprêtait à traverser une crise qui avait une triple dimension, sanitaire, économique et boursière. Un an après, quel regard est-ce que tu portes sur cette année qui vient de s'écouler ? Mais en fait, quand moi je vois la gestion de la crise, je pense qu'on n'a fait que poursuivre le virus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un coup d'avance, alors qu'on avait des possibilités de l'avoir. Je me souviens l'année dernière, il y a eu ce virus qui est apparu en Chine, on l'a tous découvert, et la Chine confine. Bon, ce qui n'est quand même pas quelque chose qui est fait assez souvent. Hein. Il y a d'autres pays asiatiques qui prennent des mesures. Taïwan, mais même le Vietnam, qui est un pays en développement, prend des mesures fortes. Il prépare des stocks de masques. Il commence déjà à tester des gens. Hein. Pour un cas, il teste 1000 personnes. Enfin, il prépare une stratégie. Nous, en Europe, dans un monde qui est globalisé quand même, où vous avez 300 avions qui arrivent par jour de Chine, en provenance de Chine, on s'est dit qu'il n'y avait rien à craindre. On se souvient de la ministre Agnès Buzyn qui disait qu'il y avait une très faible chance que le Covid arrive en France et que ça devienne une pandémie. Donc nous, on ne fait rien. On attend comme ça les bras croisés. Puis un certain nombre de cas arrivent. Au début, c'est des cas qui avaient voyagé en Chine. Puis après, on a des cas, on avait du mal à trouver l'origine finalement de la contamination, notamment dans l'Oise. Et à partir de ce moment-là, c'était fin février, début mars, on a Olivier Véran sur une chaîne d'info qui dit « La France est prête ». Notre système hospitalier est extrêmement robuste. Et moi, là, ça a déjà commencé à m'inquiéter, parce que je me suis dit qu'un ministre de la Santé nous dise que notre système de santé est extrêmement robuste, qu'on entende des gens de la majorité nous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde, je me dis, ils n'ont pas regardé les derniers chiffres. Parce que les derniers chiffres montraient que notre système de santé avait vécu une austérité forte et qu'on n'était plus le meilleur système de santé au monde. Donc là, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu toutes les statistiques qu'ils nous donnaient chaque jour, hein, c'était officiel. Hein. Je les ai mis sur un tableur Excel, moi je suis économie, j'ai mis ça. Et puis ils ont commencé à confiner en Italie. Et quand ils ont confiné en Italie, j'ai mis les variables italiennes. Et là j'ai vu qu'on avait 5 à 6 jours de retard dans la dynamique de contamination avec l'Italie. Et à partir de ce moment, je me suis dit, le scénario, c'est qu'on va arriver comme en Italie et qu'on va confiner. C'était début mars. Et j'étais invité sur des plateaux pour faire la promotion de mon livre et on me parlait de plus en plus du Covid. On me demandait un avis sur le Covid et moi j'ai dit, nous sommes face à une triple crise, sanitaire, économique et boursière. Dans ce sens-là, la sanitaire entraîne l'économique pourrait entraîner la boursière. J'ai dit, il faut confiner le plus rapidement possible pour atteindre ce plateau qui soit en dessous de nos capacités hospitalières et puis voilà, maîtriser l'épidémie. J'ai dit ça au même moment, le même jour où j'ai dit ça sur Click, avec Mouloud Achour, le matin même, vous aviez le ministre Véran qui disait que confiner, c'était la mauvaise solution, que ça allait bloquer les hôpitaux. Vous avez Sibeth Ndiaye qui disait que la stratégie italienne ne fonctionnait pas. Et vous aviez Macron 2 jours avant qui était au théâtre avec sa femme pour montrer qu'il fallait vivre avec le virus. Et là, vous vous dites, la Chine nous a donné quand même quelques semaines d'avance pour anticiper une possible pandémie. On n'a rien fait. L'Italie nous donnait quelques jours d'avance pour anticiper une pandémie. Et nos dirigeants n'ont rien fait. Ils ont même limite moqué de l'Italie. Donc on voit bien que quelque part, chaque fois qu'on a eu des possibilités de prendre de l'avance sur la dynamique épidémique, et ben finalement on a regardé les choses monter et au dernier moment, une semaine après, on a confiné pendant 2 mois avec les conséquences que nous connaissons. Je termine, c'est un peu long, mais c'est important de refaire cette année. On a été déconfinés au bout de 2 mois. On était à moins de 500 contaminations par jour. Moins de 500, c'est rien. Là aujourd'hui, on vous dit qu'à 5000, on arriverait à tester et à tracer et à contrôler l'épidémie. À moins de 500, elle nous a échappé. Et vous savez, il y avait normalement une garde sanitaire qui devait être montée de 30 000 personnes. Sur les effectifs, ils sont toujours restés très flous à l'exécutif. Je veux dire, l'assurance maladie parle de 4 à 6 000 personnes de son côté. Mais est-ce qu'on a eu les 30 000 personnes pour justement tracer cette épidémie? Parce qu'on a vite perdu le contrôle. Et après, on a regardé en septembre, les chiffres montaient, tiens, ils montent, sans rien faire. Et puis on a été reconfiné quasiment jusqu'à aujourd'hui. Et le variant anglais, pareil. On a vu que le cas de l'Angleterre, on a vu que comment le variant est devenu majoritaire au Royaume-Uni, ben nous, on a juste constaté l'augmentation chaque semaine
sans rien faire. Aujourd'hui, les majoritaires en Ile-de-France ont dit, ah bah tiens, il faut confiner. Donc chaque fois qu'on a pu avoir une avance, et je pense que c'est très difficile pour l'exécutif de prendre, pour Macron, hein, parce qu'il le prend tout seul, de prendre ces décisions, parce qu'il y a des aspects contradictoires. Je pense que les théâtres veulent réouvrir, on les comprend, les restaurateurs veulent réouvrir, on les comprend, les soignants, eux, veulent que l'on confine, et on les comprend aussi, et le MEDEF veut qu'on continue à travailler, et Macron les comprend très bien. Donc là-dessus, non mais là c'est clair. Mais après, je pense que quand on est un chef d'État, c'est ça, il faut trancher, il faut arbitrer. Et moi, je trouve que plein de fois, on a laissé les choses, on a regardé, on a tâtonné, on n'a pas vraiment fait les choses, et on nous a dit qu'on était prêt pour la deuxième vague, on nous a dit qu'il fallait vivre avec le virus, on nous a dit qu'on en avait pour 4 à 6 semaines, puis maintenant on nous dit qu'en fait c'est le virus le maître du temps. Enfin, ça change complètement d'avis. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Quand bien même la stratégie peut être remise en cause, parce que le virus varie, mais il n'y a pas eu de stratégie. Et il n'y a pas eu de conclusion tirée d'erreurs qui ont été faites. Donc on tâtonne constamment et on fait de la com. Alors, on l'a vu, le taux d'incidence en Ile-de-France est particulièrement élevé. Ça semble un peu normal, c'est la région la plus peuplée de France. Il y a beaucoup de déplacements en Ile-de-France. Et pourtant, il y a un paradoxe dans les chiffres. Le virus, on le sait, est particulièrement dangereux pour les personnes les plus vulnérables, avec en tête de file les personnes âgées. Et pourtant, c'est le département le plus jeune d'Ile-de-France qui est particulièrement touché par le virus. Comment est-ce qu'on explique cette situation en Seine-Saint-Denis? Oui, effectivement. Au début, c'était... on s'est dit que la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune, allait avoir une surmortalité qui était plus faible que les autres. C'était ça la logique. Et puis, il y a eu les premiers chiffres qui ont monté une surmortalité. Ça, c'était un peu une surprise, on est d'accord. Une surprise, enfin, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de facteurs qui montraient que dans le cas d'une épidémie, le 93 était moins préparé. Et il y avait beaucoup de maires qui avaient alerté depuis des années. Hein. Le maire de la Courneuve, Gilles Poux, avait sorti un atlas des inégalités que j'avais préfacé. Le maire de Stein avait parlé d'une tiers France, comme un tiers monde en France, en parlant du 93. Donc il y avait un certain nombre de facteurs qui montraient que le virus pouvait plus facilement circuler. Par exemple, la densité médicale, c'est-à-dire le nombre de soignants pour 1000 habitants, il est 2 fois plus faible dans le 93 que dans le reste de la France. Donc il y a moins de soignants. Vous regardez la suroccupation des logements, il est 6 fois plus élevé dans le 93 que dans le reste de la France. Donc quand vous confinez, dans le cas d'une épidémie, s'il y a moins de soignants et que les gens sont vous imaginez que se suroccupés dans des appartements, vous imaginez que le virus peut circuler plus rapidement. Donc là, pareil, des maires avaient alerté, on n'en a pas tenu compte, on a vu très rapidement les résultats de surmortalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle mesure a été prise? Je veux dire, moi, j'ai écrit un papier scientifique, un article scientifique qui a été publié dans une revue anglo-saxonne sur l'Île-de-France, où on a identifié un certain nombre de facteurs propres au 93 en termes d'inégalité sociale, sur le chômage, etc., et d'inégalité de logement. Et on a conclu ce papier en disant, voilà, ce type de facteurs montre que quand une région ou un département présente ces différences de facteurs avec d'autres départements, eh ben, il risque d'y avoir une circulation plus rapide de l'épidémie. C'est ce qu'on a conclu, cet article est sorti, puisqu'on nous dit que notre président lit beaucoup les articles scientifiques. Il est sorti en juin, publié. Et ce qu'on dit en conclusion, c'est en cas de seconde vague, il est important pour les dirigeants d'avoir connaissance de ce que je viens de dire, pour justement mettre en place des politiques pour contrer la circulation rapide de l'épidémie. Et vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le taux de vaccination du 93 est un des plus faibles, et beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Donc quelle conclusion a été prise, encore une fois, par l'exécutif, sur un département où il y a une plus grande surmortalité, où il y a des facteurs qui sont différents des autres, pour endiguer l'épidémie? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Et vous voyez, c'est ça le problème. Et encore une fois, on revient à la première question. C'est qu'on a l'impression que rien n'est pris, rien ne change et que tout va continuer, qu'au dernier moment, on va faire de la com pour se dire que voilà, ou des petites phrases sorties en disant qu'on ne pouvait pas prévoir le virus ou que les gens à ma place feraient peut-être mieux, enfin ce qu'avait dit Macron. Mais en réalité, rien n'a été fait. Et pour le 93, rien n'a été fait. Voilà, malgré les différences qu'il y a en termes d'inégalité sociale et d'inégalité au logement dans ce département. On aurait pu penser qu'avec la vague de Covid-19 et la crise sanitaire qui s'en est suivie, le gouvernement allait mettre l'accent sur les investissements dans les services de santé, ou tout du moins stopper la fermeture de lits de réanimation, entreprise entamée très tôt par le gouvernement. En 2018, 4 000 lits ont été supprimés, pour 3 400 en 2019. Pourtant, les mobilisations ne manquaient pas. À Rouvray, Limoges, dans l'Essonne ou encore en Seine-Saint-Denis, de nombreux syndicats et personnels des hôpitaux se sont érigés contre la catastrophe de la fermeture de services hospitaliers. Et durant toute l'année qui s'est écoulée, les choses ont continué en ce sens. Alors Thomas, j'ai une question. Pourquoi avoir fait le choix de fermer de nombreux services hospitaliers avant la crise sanitaire? C'est la logique libérale. C'est les choix qui ont été appuyés aussi par la Commission européenne. Hein. La Commission européenne a eu des injonctions auprès des États sur le fait qu'il fallait qu'ils fassent des économies sur l'hôpital et sur la santé. Dès qu'il y a eu le tournant austéritaire en 2011, les premières purges en Espagne, en Italie, en Grèce ont été faites sur l'hôpital, mais y compris aussi en France. En France, on a fermé 70 000 lits
en 15 ans. Vous voyez, on a fermé plusieurs sites hospitaliers. Quand vous regardez l'évolution des dépenses de santé, elles évoluent beaucoup moins vite que ce qu'elles auraient dû évoluer avec le vieillissement de la population. L'investissement à l'hôpital, il a baissé drastiquement. Il est passé de 11% en 2009 à 5% en 2018. On n'investit plus. Donc vous voyez, on savait en réalité, aujourd'hui on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Dès que Macron se déplaçait à l'hôpital, qu'est-ce qui se passait? Il y avait toujours une infirmière qui lui disait, ou un médecin qui lui disait, on manque de moyens. Et lui il répondait, il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique, c'est ce qu'il disait. Et vous savez, quand il a dit, moi, aux 20h, oui, il va y avoir un investissement massif dans l'hôpital. Moi, là, ce qui m'est venu à la tête, c'est de me dire, mais comment on aurait vécu cette pandémie si cet investissement massif à l'hôpital avait été fait avant la crise sanitaire? Combien de morts on aurait évité? Combien de burn-out chez les soignants on aurait évité? C'est ça qui est important. Ça ne sert à rien de faire de l'investissement après coup, qui n'a pas été fait globalement. Donc, vous voyez, on a fait une casse, on le savait, et donc on a préparé notre impréparation à une quelconque crise. Et c'est là que moi j'ai envie de juger justement les politiques qui ont été au pouvoir. Ceux qui ont donné moins de moyens, ceux qui ont supprimé des lits, ceux qui ont supprimé des postes, ils sont co-responsables de la manière dont nous avons vécu cette crise sanitaire. Certes, le virus n'était pas prévisible, mais quand vous retirez des moyens à ce qui est le premier bouclier en cas de crise sanitaire, et disons-le même d'autres types de crises, eh ben, vous préparez quelque part l'impréparation à la crise qui peut arriver. Et donc là, tous les politiques qui ont été au pouvoir sont responsables et moi j'ai envie qu'on les entende là-dessus. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils doivent être jugés auprès des citoyens. Parce que là, il y a eu 90 000 morts en France. Combien auraient pu être évités si nous avions un système hospitalier qui était robuste, comme nous l'avait annoncé Véran avant la crise? Alors justement, sur l'hôpital, Jean Castex a annoncé le 9 mars, dans le cadre du Ségur de la santé, 19 milliards d'euros pour relancer l'investissement. Un effort historique pour renforcer notre système de santé, selon ses mots. Ce montant, est-ce qu'il est à la hauteur de la crise qu'on traverse? Alors déjà, il faut bien comprendre que c'est 19 milliards sur 10 ans. Déjà, c'est pas, parce que là, on parle de 19 milliards, on a l'impression que c'est 19 milliards sur 10 ans. Là-dessus, il faut enlever la dette qui a été reprise par l'État des hôpitaux, qui est une dette de 6,5 milliards. Et il faut voir que, bon, c'est bien qu'il y ait de l'argent, on est content, mais que cet argent arrive après 15-20 ans d'une austérité très forte sur les hôpitaux. Donc moi, pour moi, le compte n'y est pas en termes de rattrapage avec ce que nous avons vécu les années précédentes. Donc voilà, moi je pense que c'est le logiciel complet qu'il faut changer sur l'hôpital. Aujourd'hui encore, dans la tête de nos dirigeants, l'hôpital, c'est un coût. Ce n'est pas un investissement. Vous voyez, le personnel soignant, c'est un coût. Et c'est des fonctionnaires, pour eux, qui sont improductifs. Alors que c'est faux. Ce sont des gens qui contribuent au PIB et ainsi de suite, tout en ayant en plus une utilité. Donc il faut revoir ce logiciel-là. Et la pandémie, je pensais qu'elle allait nous faire changer de logiciel. Il fallait se réinventer, il disait Macron. Ben, visiblement, il ne s'est pas réinventé. Et quand ils ont fait la reprise de dette des hôpitaux, ils ont dit on ne reprend pas la dette pour que ce soit la fête, grosso modo. Ils ont dit on reprend la dette, mais il faut garder bien les équilibres financiers pour l'avenir. Donc ce n'est pas une dette que l'on reprend en partie pour la réinvestir. C'est juste une dette pour soulager, mais après il faut pratiquer des réformes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de dette. Donc on est vraiment dans un système où voilà, on met un petit peu d'argent et c'est appréciable, mais ce n'est pas tant que ça par rapport à l'austérité qui a été vécue avant. Et pour moi, ce n'est pas suffisant parce que dans la tête de ces gens, il y a encore cette idée que l'hôpital, c'est un coût et pas un investissement. Et que les soignants ne sont pas productifs alors qu'ils contribuent au PIB. Je ne sais pas d'où ça sort, d'où est-ce qu'on apprend ces bêtises, probablement à l'ENA ou à Sciences Po, mais quand on sortira de ce logiciel de base, eh ben, on pourra poser à plat et parler de l'hôpital sereinement et de lui donner les moyens nécessaires pour que l'hôpital reparte en France et qu'on redevienne le meilleur système de santé comme on l'a été en 2000. Union européenne, laïcité, politique économique, on pensait que la gauche entretenait déjà bien assez de désaccords pour que le rassemblement soit difficile. Mais voilà qu'une nouvelle pomme de discorde vient s'inviter dans le débat, le nucléaire. C'est ce sujet qui a provoqué ces derniers jours des échanges très tendus entre Arnaud Montebourg, qui défend l'atome pour engager une transition écologique, et Jean-Luc Mélenchon, qui propose de son côté de sortir totalement du nucléaire d'ici 9 ans, en 2030. Les désaccords ne s'arrêtent pas là, puisqu'on peut citer par exemple le Parti communiste français, qui est lui aussi plutôt attaché au nucléaire, tandis qu'à l'inverse, Europe Écologie Les Verts font du démantèlement des centrales une priorité. Alors Thomas, très simplement, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les avantages et les inconvénients du nucléaire ? Alors l'avantage du nucléaire, c'est qu'il produit de l'électricité en continu. L'électricité, ce n'est pas quelque chose qui se stocke, d'accord ? Ça ne se stocke pas à grande échelle. Donc quand, en heure de pointe, tout le monde appuie le matin au réveil sur sa lumière ou fait chauffer son café, il faut qu'il y ait de l'électricité tout de suite qui arrive. Et le nucléaire, l'avantage, c'est qu'il produit ça en continu, à grande échelle. Ça, c'est un avantage. Alors que les renouvelables, eux,
ne produisent que quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Donc, ce n'est pas en continu. Les désavantages, c'est que le nucléaire a un coût fixe très élevé. Quand vous créez une centrale nucléaire, ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pays qui ne le font pas, hein. Deuxièmement, il y a l'aspect de la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a pas des accords mondiaux sur la sécurité des centrales. Chacun fait un peu comme il veut. La Chine et les États-Unis s'y sont opposés après Fukushima. La France voulait le faire, mais donc il y a des niveaux de sécurité qui sont importants. Et puis quand vous avez une catastrophe nucléaire, elle ne s'arrête pas aux frontières. On l'a vu avec Fukushima. Donc la sûreté nucléaire, hein, ce que disait Ban Ki-moon, c'est un bien mondial. Vous voyez? Et là, il n'y a aucune agence qui assure cette sûreté. Et la troisième des choses, il y a dans les inconvénients les stockages des déchets. C'est qu'à un moment, ça crée des déchets, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne crée pas. Non, ça crée des déchets. Et ces déchets, il faut les enfouir sous terre. Alors il y a des pays comme la Suède, ça ne les dérange pas. Il y a des populations, ça ne dérange pas de vivre en dessous d'un cimetière de déchets. Mais en France, ça crée des oppositions. Il y a des villes qui ne veulent pas avoir des déchets en leur sous-sol. Donc cette question doit être aussi traitée si on fait du nucléaire. Est-ce qu'on peut sortir à court terme du nucléaire ? En fait, chez nous, alors nous avons une spécificité, parce qu'on prend toujours des exemples étrangers. Oui, regardez, tel pays développe le nucléaire, alors que nous, on en sort. Mais attendez, nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde, par tête d'habitants. Je veux dire, en termes de centrales, on a plus de 3 fois plus de réacteurs nucléaires, hein, que le Royaume-Uni. Ça, c'est une réalité, hein. L'Italie, par exemple, n'a pas de réacteur nucléaire. Ils ont décidé de ne pas y aller. Vous voyez, les États-Unis en ont plus que nous, mais si on le rapporte à la population, c'est nous qui avons le plus de réacteurs nucléaires par tête. Ils ont quoi, les autres, du coup ? Les autres, ils ont du charbon, du gaz, des renouvelables, parfois, ça, voilà. Et donc c'est là que tout le débat est là. C'est que beaucoup de gens disent, si on a du nucléaire, on n'a pas de charbon, on n'a pas de centrale à charbon, on n'a pas de centrale à gaz, donc c'est mieux le nucléaire. Quand on voit la Chine qui a beaucoup de charbon, la question peut se poser. Mais nous, on a 75% de notre électricité qui vient du nucléaire. Et on est vraiment là-dessus, on est les seuls au monde. C'est une spécificité française. Donc la question de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin ou est-ce qu'on en sort, ou est-ce qu'on abaisse cette part-là, c'est une question qui est parfaitement légitime. Surtout qu'aujourd'hui, les réacteurs ont été faits pour 40 ans de vie, à la base. Ils ont été faits il y a 40 ans pour 40 ans. Ils ont une moyenne d'âge de 35 ans. Donc la question se pose sincèrement là. On est à un carrefour de décision. Est-ce qu'on prolonge la durée de vie de ces réacteurs ou est-ce qu'on abaisse, finalement, on les ferme progressivement pour les remplacer par des unités de renouvelables? Et donc c'est un débat qui trouve en fait, en termes de temporalité, son moment. C'est le moment, en tous les cas, de débattre de tout ça. Donc, fermer tous les réacteurs avant 2030, c'est impossible compte tenu de notre électricité qui est produite majoritairement avec du nucléaire. Mais abaisser progressivement cette part-là pour la remplacer par des renouvelables sur des temporalités de 10, 20, tout en assurant, bien sûr, les équilibres énergétiques et la sécurité d'approvisionnement, qui doivent être la première contrainte, c'est une question qui se pose. Voilà. Et on a le droit de se la poser. Après, c'est une question qui est technique, ce n'est pas une question qui est que politique. Parce que l'important, c'est que quand on allume la lumière, on ait de la lumière. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blackout. Et on échange aussi beaucoup de notre électricité avec nos voisins. Donc si on fait un plan de transition, il faut les avertir. L'Allemagne, par exemple, elle a joué en solo. Elle est sortie très rapidement du nucléaire, sans prévenir ses voisins, en comptant sur l'électricité de ses voisins. Donc ça, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc si nous, on a un plan de sortie du nucléaire, il faut prendre en compte la sécurité d'approvisionnement, les équilibres européens, que ce plan soit stable au moins sur 20 à 25 ans, parce qu'on ne change pas à tous les quinquennats de plan, c'est complètement idiot dans l'énergie. Hein. L'énergie qu'on consomme dans 20 ans, c'est celle dans laquelle on investit aujourd'hui. Donc il faudrait, voilà. Mais la question, en termes en tous les cas, c'est le moment de ce type de question, parce que nos réacteurs arrivent à 40 ans. Et là, l'autorité de sûreté nucléaire a donné l'autorisation de les exploiter 10 ans de plus, donc jusqu'à 50 ans. Mais c'est un coût pour les remettre à niveau qui dépasse 50 milliards. Donc c'est important d'avoir tous les éléments en tête. Comment est-ce que tu expliques que la gauche se divise si violemment sur la question du nucléaire? Mais moi, sur cette question-là, je trouve que c'est des bonnes divisions. C'est-à-dire c'est des projets contre projets. Pour une fois qu'on n'est pas dans la petite phrase, dans l'attaque personnelle, sur ce que vous avez dit. On est sur 2 projets différents. Montebourg, il a son projet de transition énergétique avec le nucléaire. Il a avoué, il dit voilà, moi, c'est le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Mon projet, donc, c'est d'allonger la durée de vie des réacteurs. Et peut-être, après, il y a la question de l'EPR, on en reparlera, je ne sais pas quelle est sa position là-dessus, et de développer du nucléaire de nouvelle génération avec l'EPR, qui, soit dit en passant, est un gouffre financier. Hein, parce que ça devait sortir en 2013, on a pratiquement 9 ans de retard, 8 ans de retard, et il y a un surcoût de plus de 9 milliards. Donc, bon, voilà. Mais voilà, il y a cette vision-là. Et la vision de Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre vision, c'est de dire nos réacteurs arrivent à 40 ans de vie,
les faire vivre 10 ans de plus, ça coûte 50 milliards. Moi, je pense que nous devons développer les renouvelables parce qu'on ne pourra pas développer les deux en même temps. C'est soit on a du nucléaire, soit des renouvelables. Donc, je propose de fermer un certain nombre de réacteurs progressivement et de les remplacer par des unités de renouvelables. Aussi parce que le renouvelable est vu comme beaucoup comme l'industrie du futur et que ça positionnerait nos opérateurs, EDF, etc., sur des énergies du futur plutôt que sur une énergie, je ne vais pas dire du passé, mais sur une énergie voilà, où il y a plus de concurrents et où un certain nombre de gens maîtrisent en partie la technologie. Donc il y a deux visions industrielles différentes entre les deux. Donc c'est un débat, pour moi, qui se tient, c'est projet contre projet. L'important, et là je pense que les deux partagent cette opinion-là, c'est que dans la transition énergétique, vous devez avoir une vision stratégique. Donc il faut qu'à la tête de l'État, il y ait un stratège. Je pense que sur la vision économique, les deux, à leur manière, l'ont. Et il faut après qu'il y ait des grosses entreprises verticalement intégrées, comme EDF à l'époque, etc., pour engager cette transition écologique. Et là-dessus, je pense qu'ils partagent à peu près les mêmes points de vue en termes de politique industrielle et en termes de vision de l'État stratège. Donc c'est projet contre projet. Et puis après, on verra quel projet l'emporte. Mais donc se diviser, moi, sur ce type de projet, moi, je trouve ça plutôt sain. Parce qu'ils représentent deux gauches différentes, enfin je ne sais pas si on peut dire gauche, mais ils ont deux programmes différents, ils se rejoignent sur certains points, mais c'est différent là-dessus, bah, c'est très bien de les opposer. Voilà. C'est la fin de notre chronique hebdomadaire L'Instant Éco avec Thomas Porcher. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir l'information indépendante, devenez sociaux du média, n'hésitez pas à faire un don et à bientôt. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chevia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui, chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ses relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.